Bienvenue à tous ce soir pour ce Facebook Live sur la raquette, la montagne et les avalanches. Avant d'aller plus loin, simplement vous rappeler que c'est un Facebook Live qui est complètement gratuit, hein. Vous n'avez pas de lien à cliquer là, dans les commentaires ou quoi que ce soit. Si vous le voyez à l'écran, c'est votre page Facebook, c'est parfait, c'est le bon endroit. Faites-vous pas rediriger ailleurs ou surtout ne donnez pas votre numéro de carte de crédit à n'importe qui. Euh, Cette vidéo-là qu'on fait ce soir, cette conférence live-là, va être offerte après ça sur la page de Rando Québec et d'Avalanche Québec, bien sûr. Donc, je me présente, Antoine Mignot, coordonnateur là, du programme de formation chez Rando Québec. Et puis, en fait, je me retrouve aussi souvent en raquette, en terrain alpin, en terrain qui est avalancheux. Et puis, on a eu une invitation de la part de Nicolas de chez Avalanche Québec dans le but là, de faire une courte introduction au monde des avalanches et de la raquette. Nicolas, est-ce que tu aimerais ça te présenter? Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis technicien à Avalanche Québec depuis cette année. J'étais dans une ancienne vie météorologue et ensuite guide. J'ai fait de la raquette en hiver, bien sûr, aussi. Avalanche Québec est situé en Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts, et puis sa mission, en fait, c'est d'informer, d'éduquer, de sensibiliser aux avalanches, aux dangers d'avalanche au Québec. Fait que c'est pour ça qu'on a jugé que c'était pertinent de faire une présentation sur les avalanches à des gens qui pratiquent la raquette au Québec, dont ceux qui sont abonnés à Rando Québec. Ben oui, c'est super pertinent. Merci beaucoup, Nico, de cette invitation-là. Euh, Chez Rando Québec, ben, on est là pour offrir un peu de la même façon que vous le faites aussi, hein, d'offrir des outils à nos gens pour sensibiliser là, à la pratique d'une façon qui est responsable, sécuritaire, agréable. Et puis, on retrouve là une foule d'informations sur notre site web, dans la revue, sur le blog. Puis, on vous invite aussi à aller fouiller là-dedans pour trouver tout ce qui pourrait vous intéresser pour planifier, préparer votre sortie en montagne. Au menu ce soir, Nico, de quoi qu'on parle? Alors, voici la slide, Antoine. Ouais, donc ce soir, ben, on va parler naturellement de la raquette en montagne. Hein, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la raquette? C'est quoi la montagne? On va parler un petit peu du terrain avalancheux. Ça, Nico, je pense que ça va être toi hein, qui va nous parler un peu plus de ça. C'est toi l'expert. On va parler de préparation de sortie aussi, hein, comment bien se préparer pour aller en montagne d'une façon sécuritaire, agréable, encore une fois. Et puis, bien sûr, on va parler d'éthique, hein, comment préserver ce beau territoire-là, sa faune, sa flore, puis bien sûr, ben, entre les utilisateurs aussi, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit amusant en montagne. Euh, on peut... Ouais, super. Donc, la raquette, ça nous donne un accès à du territoire, hein. Ça nous donne un accès à la montagne, ça nous donne accès à quelque chose qui est grandiose, hein. Ça nous donne accès à des points de vue. Euh, D'où ça vient, ça, la raquette? Ça nous vient des Autochtones à la base. Ils les utilisaient pour se déplacer sur le territoire, hein. Non, au début, c'était plus utilitaire. C'était pour pas, ben, naturellement, c'était pour porter sur la neige, c'était pour pas caler, hein. Puis, c'était pour aller là, faire la cueillette, la chasse, etc. Euh, des raquettes assez grandes, flexibles en matériaux naturels. Donc, plus tendance à rester, on va dire, dans les vallées ou sur les plaines, hein, où est-ce que c'est plus plat. Puis avec l'évolution de la raquette, de la façon qu'on l'a développée, on se retrouve avec des raquettes qui sont plus petites, plus agiles, souvent très cramponnées aussi. Ça nous donne accès à, on va dire, de la pente, hein, du dénivelé, à de la montagne. Et puis, voilà, donc une expérience unique là, d'aller en montagne. Il y a un petit quelque chose de sportif là-dedans, hein. On le sait, quand on va sur un sommet, ben, ça signifie aller prendre du dénivelé, aller prendre là, un peu je veux dire, d'énergie là, dans les muscles pour se faire monter jusque-là. Puis ça a tout à son plaisir, tout à son honneur de la raquette, de nous permettre là, de se rendre à ces sommets. Là. On peut faire une petite slide de plus, Nico. Donc, quand on parle de montagne, on parle d'accès à du... Juste tasser ça ici. On parle d'accès à du terrain qui est à la limite forestière ou du terrain qui est alpin. Quand on parle de terrain qui est alpin, c'est là où est-ce qu'on se retrouve dans des endroits de neige, de glace, de roche, hein, très exposés. Il n'y a plus d'arbres en milieu alpin. Souvent, ça va être très proche du sommet ou le sommet de la montagne lui-même. Et puis, c'est là où on va s'exposer le plus aux éléments, hein. Quand on parle d'éléments, on parle de vent, on parle de précipitation, l'hiver, bien, sous forme de neige. On va parler de la température aussi, hein. Quand on va monter un petit peu en altitude,
même si on parle juste d'un 500 mètres de dénivelé positif, on va perdre là, quand même, on peut aller jusqu'à 3, voire 5 degrés là, de perdu pour cette zone-là. Et puis, où est-ce qu'on retrouve au Québec du terrain alpin? C'est tout ce qui est en rouge là, sur la carte que vous avez à l'écran. Donc, assez proche là, de Québec, hein, dans la région de Charlevoix, assez rapide. On se retrouve là, dans un territoire qui est plus montagneux, plus alpin. Si on va juste au nord là, du fjord du Saguenay, on peut en retrouver aussi. Euh, Même proche là, du réservoir Manicouagan, ceux qui savent, peut-être qu'il y en a déjà là, qui sont allés à cet endroit-là, où est-ce que on est pratiquement dans la toundra, hein, même si, est-ce que je me trompe, Nicolas, on est dans la toundra directement. Oui, merci de le pointer. En plus Et puis, d'altitude. oui, plus d'altitude, on change complètement de végétation, là. On est dans la boréalite, toundrique, je veux dire ça comme ça. Puis, ben, rapidement, on se retrouve à la limite forestière, dans le vent, exposé aux éléments. Euh, ben, les Chic-Chocs aussi, hein, dans la péninsule gaspésienne, ça, c'est un territoire qui est quand même assez connu des adeptes là, de ski, de motoneige, de plus en plus des racketteurs aussi. Et puis, ben, si on sort aussi là, du Québec, assez rapidement, on peut se retrouver dans l'État de New York, du Vermont, du New Hampshire, même du Maine, quand on parle du Baxter State Park, où il va y avoir du terrain là, qui est assez alpin. Euh, Est-ce qu'il y a des dangers qui vont avec la montagne, avec le terrain alpin, la limite forestière et tout ça, Nico? Oui. Fait que c'est ça. On ne s'imagine pas qu'au Québec, on peut s'exposer à des dangers d'avalanche souvent. Et puis, si on fait de la raquette en été, on peut, pas de la raquette, mais de la randonnée en été, on peut se dire, ah, ben, je vais faire les mêmes sentiers en hiver, je vais m'équiper de raquettes, puis je vais aller gravir les monts, mais avec des raquettes, avec un équipement d'hiver. Par contre, il y a des dangers même au Québec, des dangers d'avalanche et d'autres dangers liés à la neige auxquels on veut vous sensibiliser ce soir. Fait que, on a nos cartes d'été, mais on n'aura pas nécessairement l'information s'il y a des dangers spécifiques à l'hiver. Le sentier ne sera pas nécessairement fermé non plus. Fait que c'est ça. Ici, on voit une pente pas très grande où il y a eu une petite avalanche qui aurait pu blesser une personne. Donc, c'est ce genre de choses qu'on veut vous présenter, vous introduire au danger d'avalanche ce soir et aux pièges aussi liés au terrain et la neige. Qu'est-ce que c'est qu'un terrain où peut se produire une avalanche? C'est un terrain dont l'angle de la pente du terrain se situe en général entre 28-30 degrés et 45 degrés. C'est là où il y a le plus fréquent des avalanches les plus dangereuses. Plus bas que ça, c'est plus rare et plus haut que ça, c'est très fréquent et en fait, la neige ne tient pas. Donc, on se rappelle de l'angle entre 30 et 45 degrés. C'est les angles de pente du terrain qui vont produire le plus d'avalanches, les plus dangereuses. Ici, on a une image des montagnes plus élevées qu'on a au Québec, mais je peux vous montrer ici une image d'une avalanche qui aurait pu ensevelir quelqu'un qui a eu lieu en Gaspésie. On a vu des images en terrain dégagé jusqu'à maintenant, mais une avalanche peut se produire aussi lorsqu'il y a des arbres. Ici, on serait sous la limite forestière ou peut-être à la limite forestière et on voit que des plaques de neige peuvent se décrocher et descendre la pente et vous ensevelir ou vous blesser en vous projetant contre un objet. Donc, on veut vous sensibiliser au fait que si on a un terrain avalancheux et de la neige instable sur ce terrain-là, et un élément déclencheur, nous, en l'occurrence, ou un autre usager, on peut se retrouver à risque d'être enseveli ou blessé par une avalanche. Donc, rappelez-vous du terrain et de la neige instable. On n'ira pas plus loin dans la description des dangers d'avalanche, mais on va vous présenter plus tard où aller s'informer pour connaître le danger d'avalanche. Je vous apporte une photo ici. Je vous montre une photo de quelqu'un qui s'apprête à rentrer dans un petit gully, un petit ravin de ruisseau, et il va se retrouver dans ce qu'on appelle un piège naturel. Ça veut dire que si une avalanche ou un glissement de neige se produit au-dessus de lui, il pourrait se retrouver avec pas mal plus de neige que simplement la coulée en elle-même, parce qu'elle va s'accumuler dans le fond
de ce petit ravin-là. Il pourrait ne pas avalancher et tout simplement se retrouver pris dans la neige aussi. Un autre endroit et éventuellement enseveli. Un autre endroit où ça arrive, c'est ce qu'on appelle les trous d'arbres. Si vous promenez trop près d'un arbre et que vous pouvez glisser en fait dans de la neige moins dense tout près du tronc, la neige qui aurait été chauffée ou moins accumulée, moins tassée, et vous pouvez vous retrouver coincé avec soit les raquettes coincées par des branches et plus capable de sortir, ou au pire encore, ça arrive, la tête à l'envers dans un trou, et là, vous pouvez vous asphyxier sous la neige. Donc, c'est des dangers à identifier quand on se promène. Si on reste dans un sentier, il y a moins de risques, mais si on sort du sentier, il y a plus de plaisir, mais il y a plus de risques d'avalanche et aussi de se retrouver piégé par ces deux types de pièges que je vous ai présentés. Aussi, un autre type de danger, c'est si on se promène hors sentier ou même sur un sentier et on s'approche trop près du bord d'une falaise ou d'une pente assez élevée. Le vent va produire souvent des corniches, des lames de neige qui s'avancent au-delà de la limite du terrain et ça peut fracturer et tomber. Donc, on pourrait à ce moment-là produire une avalanche de corniches et puis tomber, se blesser ou être enseveli si on passe en dessous puis que la corniche vous tombe dessus. Donc, c'est des points de la neige sur le terrain qu'il faut faire attention si on s'aventure en dehors des sentiers. Comme tu disais, Antoine, il y a aussi les autres usagers du terrain qui peuvent nous causer des dangers. Je te laisse parler de ça. Ben oui, les autres usagers, hein, parfois on se retrouve à plusieurs, comme sur la photo ici qu'on voit. Si je ne me trompe pas, c'est une photo, Nicolas, que tu as ramenée de Tuckerman Ravine, Je dans le pense New bien que Hampshire. c'était une belle journée à Tuckerman Ravine, au Mont Ouais, donc, Washington. ouais, au Mont Washington, c'est une belle journée de printemps. Il y a beaucoup de gens là, qui se retrouvent sur une pente qui est quand même assez exposée, je veux dire comme ça. Beaucoup d'usagers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ben, il peut y avoir de la chute de neige, il peut y avoir même de la chute de glace. Hein, c'est des grimpeurs sur des cascades de glace dans la montagne. Il peut y avoir des chutes de pierres, surtout dans une situation comme ici, là, au printemps, où il y a des cycles de gel, dégel, ça fait casser la roche, ça peut faire tomber des pierres. Sur nous. Il peut y avoir tout simplement aussi un autre usager qui va marcher sur une pierre, qui va la déloger de la neige, puis qui va la faire descendre la pente, la faire descendre la pente vers nous. Ça peut être dangereux. Il peut y avoir une perte d'équipement aussi d'un autre usager. On pourrait penser tout bêtement, là, on enlève notre sac à dos, on sort notre lunch, puis tout ça, puis là, on accroche notre sac, puis on vient de faire quand même une belle offrande à la montagne, là, un sac à dos qui déboule avec tout son matériel qui sort, comme un peu dans Où est Charlie, tu sais. Ça peut être de l'équipement comme un ski aussi, un skieur là, qui monte avec ses pots d'ascension, puis sa fixation viendra à se défaire. Son ski là, descend la pente s'il n'y a pas de frein, ce qui est assez fréquent quand même là, pour les skis hors piste. Ben, le ski devient un genre de torpille, là, puis ça peut faire là, beaucoup de dommages si on reçoit ça là, sur le corps. Pour éviter ça, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment d'écouter, de regarder, d'être à l'affût. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Des fois, ça peut être beaucoup moins flagrant hein, que qu'est-ce qu'on a sur la photo là, de la présentation. Parfois, ça peut être un autre usager qui est beaucoup plus haut dans la montagne, même qui va venir déclencher une petite avalanche, puis tout ça. Puis là, c'est à notre tour de traverser la pente. Mais cette avalanche-là vient nous prendre. C'est vraiment l'autre usager là, qui a été qui a fait le déclenchement. Puis le danger vient tout de là. Donc, on écoute, on regarde, on reste à l'affût. Et puis, si jamais on juge là, que c'est trop dangereux, il n'y a vraiment rien qui nous empêche de changer d'itinéraire pour éviter ce risque-là. Hein, l'éviter, c'est la meilleure façon là, de le minimiser et de ne pas s'exposer à ça. Un danger aussi qu'on retrouve quand même, là, qu'on voit quand même assez souvent, on va dire ça comme ça, c'est ouais, les motoneigistes. Là, Nico, tu l'as mis à l'écran. Hein, donc, de plus en plus populaire, les motoneiges de montagne. Ce n'est pas dans la CEPAC qu'on va retrouver des motoneiges. Par contre, dans les réserves fauniques, dans certaines ZEC, dans des pourvoiries, les motoneiges de montagne ils vont pouvoir monter là, je veux dire quasi jusqu'au sommet. Non, ils vont monter jusqu'au sommet. Puis, c'est quand même des machines là, de 500 livres là, qui arrivent à plein régime sur nous. Donc, ça a des dangers. Puis, des machines comme ça aussi, ben, ça peut déclencher des avalanches. Puis, si le conducteur n'est pas trop, on va dire, sensibilisé face à ça, que lui-même ne sait pas qu'il va s'exposer à des risques
à des risques puis qui déclenche une avalanche, ben non seulement lui va se faire emporter, mais il peut emporter les gens aussi qui se trouvent en dessous de lui. Un danger aussi qui est des fois, comment dire, oublié, mais qui est très important, c'est quand on suit des pistes. On va en parler là, assez prochainement de la préparation de sortie. Puis souvent, on va se planifier un itinéraire, on va choisir la sortie, etc. On a un bon plan de match là, pour la sortie. Mais là, tout d'un coup, dans le sentier, hop, il y a des traces de raquettes ou de ski qui sortent du sentier puis qui s'en vont dans leur piste, un endroit qui nous est inconnu. Mais on va dire, par pur plaisir, on va tenter ces pistes-là pour découvrir un nouvel endroit et tout. Mais c'est quand même un danger assez important là, de se retrouver, on va dire, perdu là, en forêt parce qu'on n'a pas suivi notre préparation de sortie et tout ça. Puis voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Nico, avec les autres usagers? Ah, tu parlais de se préparer pour une sortie. Fait que je t'ai mis Ouais. la feuille du monde. Parfait. Donc, ouais, pour la préparation de sortie, la chose la plus importante, la chose numéro un qu'on va vouloir faire, c'est s'informer. On veut s'informer sur quoi? On veut s'informer sur, on va juste dire les informations génériques. Donc, c'est quoi les activités qui sont permises à tel ou tel endroit qu'on a planifié dans la sortie? C'est quoi, par exemple, les dates d'ouverture? Tantôt, Nico, tu nous parlais, est-ce que c'est fermé l'été? Pardon, est-ce que c'est fermé l'hiver? Est-ce que la carte est la bonne? Est-ce qu'il y a une carte d'été, une carte d'hiver? Les sentiers diffèrent? C'est quoi les réglementations là, pour, on va dire, la protection de la faune avec les autres usagers, les activités, etc. Donc, c'est toutes des infos génériques qu'on va vouloir aller chercher. Où on va trouver ça? Notamment sur le site de Balise Québec. Le site de Balise Québec a été développé par Rando Québec. On retrouve des cartes des itinéraires, des parcours suggérés, une tonne d'informations avec les numéros, souvent même de téléphone, puis les adresses courriels des gestionnaires de réseau. On retrouve aussi une tonne d'informations sur les choses qui sont offertes directement sur place. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une halte pique-nique ou un lieu où est-ce qu'il va y avoir des trousses d'urgence et tout ça? On va tout retrouver ça sur le site de Balise Québec. Où on s'informe aussi avec nos gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseau, par exemple, si on appelle à la CEPAC ou dans le parc régional ou à la ZEC directement, dans une pourvoirie directement, dans une réserve faunique, peu importe, c'est eux qui font la gestion du territoire, c'est eux qui sont les pros de leur territoire, ceux qui le connaissent comme le fond de leur poche. Puis, c'est probablement les mieux placés là, pour nous informer. Pratique de plus en plus courante aussi, c'est de faire des demandes sur les réseaux sociaux pour aller chercher de l'information, récolter de l'information sur le lieu où on va. À faire très, très, très attention. Ce n'est pas tout le monde qui va commenter la publication qu'on va faire qui sait réellement où il va s'en aller. On conseille vraiment là, de se retourner vers les gestionnaires de réseau, vers Balise Québec, vers le livre guide des Chic-Chocs, que je crois que tu vas nous présenter bientôt, Nico, vers l'application mobile Avalanche Québec aussi. Et puis, quand on s'informe non seulement sur toutes les informations génériques qu'on vient de discuter, on va s'informer aussi sur les conditions de neige, la météo. Puis par la suite, ça va nous aider pour faire un choix de sortie, un choix de terrain, puis finalement un choix d'itinéraire. Nico, on va parler un petit peu terrain. Si tu me permets, on va changer de... Parfait. Donc, quand on parle terrain, notre outil de base, c'est la carte. Notre outil de base, ce n'est pas le GPS. Notre outil de base, ce n'est même pas nécessairement sur les internets. C'est vraiment la fameuse belle carte papier. Pourquoi? Parce qu'on peut l'avoir en grand, on peut l'étaler sur une table, on se met vraiment confortable. Que ça nous donne une carte topographique de sentier, bien, ça dit, c'est la topographie, puis c'est les sentiers. Je vais changer ça ici. Quand on regarde la topographie, avec une carte qui est quand même à grande échelle, donc on va parler d'une carte, on va dire 1,20 000 ou 1,25 000, on va être en mesure de constater s'il y a certains pièges naturels. Tantôt, Nico, tu nous parlais de ravinage, tu nous parlais même de corniches à certains endroits qui peuvent se créer, etc. Quand on arrive à un moment où on lit bien les cartes, on est capable de constater un petit peu qu'est-ce qui va se retrouver à quel endroit. On est même en mesure de constater l'angle de pente grâce aux courbes de niveau qu'il y a sur la carte. On peut faire assez rapidement nos mathématiques puis se rendre compte qu'est-ce qui se trouve entre 30 et 45 degrés sur le terrain. Puis tantôt, tu nous en as parlé, c'est l'angle de pente qui est le plus probable pour le déclenchement d'avalanches de plaques de grande taille. Puis bien sûr, sur la carte topographique de sentier, il y a des itinéraires qui sont proposés. Il va y avoir plein de points d'intérêt. Par exemple, si on retrouve des abris, des refuges à certains endroits, ils vont être bien indiqués. Les lieux de départ, les lieux d'arrivée recommandés, les stationnements, etc. Donc, la carte, c'est vraiment un outil essentiel pour préparer sa sortie.
Nico, je pense que tu vas nous parler d'un truc spécifique aussi au Chic-Choc. Oui, Hein? c'est qu'au Chic-Choc, Avalanche Québec a préparé un livre-guide du territoire où on peut faire du ski et de la raquette. Et puis, c'est intéressant. Par exemple, ici, je vous montre le secteur du Mont-Logan. Le terrain a été coté selon une échelle d'exposition aux avalanches. Et donc, on peut retrouver trois cotes ou trois niveaux de simple à complexe. Le simple étant le vert ici sur la carte et l'exigeant bleu. Il n'y a pas de complexe sur ce secteur-là. Et puis, on peut donc choisir un terrain simple, c'est-à-dire un terrain où on s'expose moins aux avalanches. Et je vous montre une photo du mont Dodge que vous allez trouver dans le vert ici, terrain simple, où on voit une belle pente dégagée, quelques arbres et pas trop pentu. Donc, l'angle de pente est moins que 30 degrés ici. Et on peut descendre en raquette hors piste en étant relativement confiant si l'indice d'avalanche n'est pas trop élevé, qu'on se retrouve dans un endroit sécuritaire. D'autres outils que le livre guide, l'Avalanche Québec a développé une application pour les téléphones qui s'appelle Ski Haute-Gaspésie où on retrouve les cotations de terrain, les cartes. Donc, on peut choisir visualiser les différents secteurs avec les indices ou l'échelle de terrain, de cote de terrain. Donc, se tenir dans le terrain simple si on ne veut pas s'exposer. Il y a d'autres informations aussi qui se retrouvent, c'est assez pratique, la météo et le bulletin d'avalanche, car Avalanche Québec fait un bulletin pour la région, une région du parc de la Gaspésie et de la réserve faunique des Chic-Chocs à côté. Donc, vous allez retrouver ces informations-là dans l'application. Avalanche Canada, par exemple, a aussi une application où il y aura des informations comme le bulletin d'avalanche, la météo, le terrain, mais pas les cotations encore, je crois. Donc, on se prépare, on a choisi notre terrain. Ensuite, on veut connaître la météo pour la journée qu'on a choisie. Environnement Canada, la prévision officielle d'Environnement Canada, c'est une bonne source d'information. C'est la source officielle au Canada. C'est sûr qu'il y a plein de sites où ils montrent les prévisions météo, mais celui-là, disons que c'est le site de base. Portez attention à de la chute de nouvelles neiges, des grands vents, du réchauffement ou de la pluie qui pourraient être signe de déstabilisation du manteau neigeux. On ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui crée une avalanche ou qu'est-ce qui déstabilise, mais instinctivement, on sait que s'il y a plus de neige dans une courte période de temps, ça augmente le risque d'avalanche. Bon, effectivement, portez attention aussi aux avertissements. Environnement Canada émet des avertissements lorsque certains critères sont rencontrés et souvent, on va retrouver les grands vents, les grandes chutes de neige ou les pluies diluviennes dans les avertissements. Un site que je voulais vous montrer qui est intéressant aussi pour regarder les prévisions météo, c'est au lieu d'être des prévisions en mots, c'est une prévision sous forme de graphique pour des points qu'on sélectionne nous-mêmes. Donc, on peut après avoir choisi le terrain, aller voir en cliquant sur le terrain à l'endroit où on veut aller, la prévision. Ici, vous voyez une série temporelle en fonction des jours d'échéance de la prévision. Par exemple, la température en rouge en haut et plus bas ici, les accumulations de neige. On peut choisir son modèle de prévision, puis pour ceux qui mangent la météo, il y a de quoi bien manger dans ce site-là. Un autre site où il y a beaucoup d'informations qui est intéressant parce que la visualisation est très bien faite, puis la source d'information est très bonne aussi. C'est windy.com et amusez-vous là-dedans. Il y a beaucoup d'informations pour les amateurs de météo. OK, donc j'ai été voir le terrain, j'ai été voir la météo. Maintenant, si le terrain est couvert par un bulletin d'avalanche, je vais aller lire le bulletin avant de faire ma sortie. Voici le bulletin qu'Avalanche Québec produit. De quoi ça a l'air?
Donc, on a un indice du danger d'avalanche pour différentes zones de la montagne. C'est découpé en 3, alpin, limite forestière et sous la limite forestière. Et l'Avalanche Québec va coter de 1 à 5 le risque ou l'indice de danger d'avalanche pour ces 3 zones-là. Ici, pour le cas que j'ai pris là, il y a faible sous la limite forestière et modéré au-dessus, soit la limite forestière et dans l'alpin. Ça monte ensuite à considérable, élevé et extrême. Donc, c'est les indices qui sont préparés par Avalanche Québec. Mont Washington prépare aussi un bulletin d'avalanche. Vous allez aux États-Unis, vous allez retrouver le même type les mêmes 5 indices de danger d'avalanche et les mêmes 3 zones sous la limite forestière. Et les autres, ils appellent ça lower, middle et upper elevation. Ça correspond à plus ou moins à la même chose et ils vont avoir un bulletin qui va couvrir une certaine zone aussi. Vous allez dans l'ouest, Avalanche Canada a des bulletins d'avalanche pour les parcs, les régions où on peut se promener dans les Rocheuses. Aux États-Unis, avalanche.org rassemble les informations de toutes les prévisions d'avalanche pour les États-Unis. D'autres chaînes de montagne, comme dans les Alpes, évidemment, il y a des bulletins d'avalanche, mais sachez que ce n'est pas partout qu'il y aura des bulletins d'avalanche. Par exemple, au Népal ou des endroits d'autres endroits dans le monde ne seront pas desservis par un service de prévision d'avalanche. Donc, après avoir regardé toutes ces informations-là, je suis prêt à partir. Il faut que je sois bien équipé. Antoine, peux-tu décrire un peu qu'est-ce que vous recommandez comme équipement? Donc, équipement de base là, pour aller en montagne, qu'on va traîner dans le sac à dos, ben, une sélection, ça fait partie de notre préparation, hein, la sélection des équipements. Qu'est-ce qui est important en montagne? C'est, première chose, un appareil de communication. Hein. Trop souvent, on l'oublie. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Après, de communication, dépendamment du territoire où on va, ça peut être le cellulaire. Si les ondes cellulaires je vais dire ça comme ça, si les ondes cellulaires prennent dans le secteur où on va. Si ce n'est pas le cas, un appareil satellitaire, ça peut être, là, pour en nommer quelques-uns, ça peut être un InReach, un Spot, ou même un téléphone satellite, pour avoir accès là, à des communications, peu importe le terrain où on se trouve. Par la suite, trousse de premiers soins personnels qui va être très utile si jamais il y a des blessures. Carte du secteur. Hein, on a beau être bien équipé, si on ne sait pas où on va pas très loin. Donc, carte du secteur essentielle dans le sac à dos, puis essentiel de l'avoir bien analysé aussi avant le départ, d'avoir choisi un itinéraire et tout. Des vêtements qui sont supplémentaires, très important, hein, autant pour l'arrêt au lunch, d'avoir des couches supplémentaires à se mettre sur le dos, se garder chaud, que s'il arrive un petit pépin ou que la journée s'allonge ou que la météo change, ou qu'on avait mal regardé notre météo puis que finalement on se fait un peu surprendre, avoir des vêtements supplémentaires, ça va nous permettre là, de se garder au chaud, de se protéger des éléments et puis de rester là, confortable plus longtemps en montagne. Lunch, collation, hein, c'est vraiment de base. Qu'on soit dans le petit boisier à côté de la maison ou qu'on soit là, en montagne quand même assez loin, il nous faut de quoi manger, il nous faut un peu de carburant là, pour progresser dans la montagne. Puis plus quelques extras. Hein, on n'en a jamais trop. Puis encore une fois, si jamais la journée s'allonge, là, avoir quelques extras, ça va nous éviter des pépins. Petit ajout, quand on se retrouve en montagne, souvent c'est quelque chose aussi qu'on laisse à la maison ou qu'on laisse dans la voiture quand on part. Mais les lunettes de soleil deviennent vraiment essentielles en montagne. Pourquoi? Dans un terrain enneigé, les nuages décident de se dissiper, le soleil rentre, puis c'est vraiment comme si on marchait sur un grand miroir, là. Ça peut faire du dommage aux yeux, à la peau, tout ça. Donc, lunettes de soleil, super important. Hein, on veut voir là, où on va pour longtemps. Autre équipement là, essentiel, naturellement, les raquettes, les crampons. On conseille vraiment d'apporter les deux. Surtout que dans certains lieux de pratique, c'est obligatoire d'avoir les deux. Et puis, on utilise les crampons à ce moment-là quand la neige est durcie. Puis, dès que la neige là, se ramollit un petit peu ou qu'il y a moins d'usagers qui ont passé avant nous ou qu'on est dans une nouvelle bordée de neige ou peu importe quoi, bien, on met les raquettes, hein, ça protège le sentier. Et puis, c'est plus facile aussi pour nous, c'est plus agréable. Une bonne raquette de montagne, ça va nous permettre plus de rigidité, plus d'accroche, donc aller au sommet aussi un peu plus facilement. Même chose pour les crampons, des bonnes chaînes ou même un petit crampon là, de marche sur glacier, un petit crampon d'alpinisme. Si jamais on a des objectifs un peu plus pentus,
je veux dire ça comme ça, peuvent être là, très, très adéquats quand on se retrouve en montagne, dans du terrain un peu plus exposé. Ça, c'est tout le matériel qu'on a, on va dire, de base en montagne. Quand on se retrouve dans un terrain avalancheux, Nico, qu'est-ce qu'on apporte de plus? Alors, merci Antoine. Oui, c'est ça. Donc, le matériel qu'on appelle de sécurité en avalanche se compose de 3 éléments. Le DVA, le détecteur de victimes d'avalanche, c'est un appareil qui émet et reçoit des ondes qui permettent de trouver l'endroit où serait ensevelie une victime si elle apporte un appareil détecteur de victimes d'avalanche et si vous en avez un, vous êtes capable de localiser la personne dans la neige. Ensuite, une sonde qui vous permet de trouver vraiment où est la personne en la touchant avec la sonde, en sondant la neige. Et finalement, une pelle pour être capable de dégager la personne. Parce qu'en dessous de la neige, on ne peut pas bouger en dessous d'une avalanche. La neige est tellement compactée lorsqu'elle s'arrête de couler que la personne qui est prise en dessous ne peut pas bouger et éventuellement, elle risque de suffoquer, d'étouffer par manque d'air. Et le temps que la personne a de survie dans ces conditions-là est relativement court. On parle de 15 minutes pour avoir des chances au-dessus de 50% en général. Donc, le DVA, c'est essentiel d'avoir ça avec soi si on va en terrain avalancheux, ainsi que la sonde et la pelle. Mais non seulement il faut les avoir, mais il faut être capable de les utiliser, de savoir comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment les utiliser et de se pratiquer. Donc, ça devient pas juste important de l'avoir, mais de savoir comment faire pour aider quelqu'un qui serait pris dans notre groupe sous une avalanche. Fait que pour ça, il faut s'éduquer. Vous avez accès à des tutoriels sur le web. Ici, je vous en donne un qui est fait par Avalanche Canada en français. Donc, sur le site d'Avalanche Canada, il y a un tutoriel qui vous explique le B.A.-ba des avalanches. Sur notre site Avalanche Québec, on a, en collaboration avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, des capsules éducatives sur les avalanches. Sur notre site, il y a ici un lien vers un certain nombre de cours en ligne. Fait que pour débroussailler les idées, puis vous informer un peu plus en avance sur les avalanches, lisez ces documents, écoutez ces vidéos. Mais si vous êtes prêt à investir plus de temps, suivez un cours. Alors, Avalanche Canada a un cursus de cours pour les amateurs et les professionnels. Le premier cours s'appelle le cours de sécurité avant avalanche 1, CSA 1. C'est un cours de 2 jours avec la théorie. Donc, on va bien plus en profondeur que ce qu'on a présenté ce soir et la moitié-moitié avec de la pratique. Donc, on apprend à utiliser notre équipement de sécurité en avalanche. On a fait des pratiques avec le détecteur de victimes d'avalanche. On fait des pratiques de pelletage, de sondage pour être capable de bien l'utiliser le cas échéant. Avalanche Québec ne donne pas vraiment des cours systématiquement. Par contre, on a une liste de tous les fournisseurs avec un calendrier de toutes les compagnies qui offrent des cours et dans toutes les régions du Québec, vous allez pouvoir trouver un cours de CSA 1 ou certains cours plus avancés aussi. Donc, Antoine, j'ai terminé ma section. Je te passe ouais, super intéressant. la balle. Super intéressant, Nico. Ça me donne vraiment le goût d'aller conseiller toute ma famille qui s'en va dans le terrain alpin de temps en temps, que ce soit en ski, en raquette, en motoneige, pour qu'ils aillent s'éduquer, pour qu'ils aillent le faire, le cours. Puis tout ça, je pense que c'est des sous qui sont bien investis pour notre sécurité à nous, pour la sécurité des autres aussi. Puis, super intéressant. Merci, Nico, pour nous avoir parlé là, des avalanches, du terrain de la montagne, puis tout ça. Ça paraît être un pro. Quand on parle de montagne, on parle aussi d'un territoire qui est quand même assez fragile. Hein? On parle d'un territoire qui est beaucoup plus exposé, rayons, vent, intempéries, tout ça. Puis la nature en montagne, en terrain alpin, elle est, très adaptée, première chose, mais très robuste aussi, deuxième chose, mais elle n'est pas adaptée à une grosse raquette qui vient l'écraser trop souvent. Et puis, c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir un manteau neigeux qui est suffisamment épais pour protéger cette nature-là. Quand on parle de suffisamment épais, c'est au moins un bon mètre là, de neige molle, de neige pas très dense, ou on va dire environ un 50 cm de neige là, très, très durcie. Puis ça, c'est la base nécessaire pour passer en raquette.
pour ne pas aller tout écraser ces belles petites fleurs-là là, qui sont en dessous. Ceux-là, c'est vraiment des fleurs, là, des petites fleurs alpines, hein, sont super adaptées à ces conditions-là. Ils poussent dans la roche. On voit que ça va quand même assez aride. Là. Celle-là, c'est une photo que j'ai ramenée là, du sommet là, au mont Albert. Quand il y a un sentier, bon, on marche dans le sentier. Donc, c'est assez simple. Souvent, on va retrouver une série de cairns à suivre, surtout quand on se retrouve là, aux États-Unis. Quand il n'y a pas de sentier qui est identifié, ben c'est ça, c'est vraiment comme on le disait, hein, c'est beaucoup de neige, c'est ce qu'il faut pour pouvoir passer sans briser la flore qui est en dessous. Tantôt, on en parlait aussi, il y a certains gestionnaires là, qui obligent d'avoir des raquettes avec soi. Ça signifie que si le sentier est très dur ou si quand on arrive dans l'alpin, c'est suffisamment dur, puis tout ça, puis on peut marcher juste avec les crampons, c'est parfait. Mais les raquettes sont quand même obligatoirement là, attachées sur le sac à dos. Puis, par exemple, dans les Adirondacks, hein, dans l'État de New York, on est passible d'amende quand même assez sévère. Si un Rangers nous croise, là, pas de raquettes attachées sur le sac à dos ou nos raquettes qui ne sont pas dans les pieds. Donc, vraiment, c'est important d'apporter les crampons et les raquettes. On souhaite vraiment préserver là, ce qui se trouve en dessous. Il y a aussi la faune qui peut être affectée là, par nous, hein, par les usagers. On en parle beaucoup là, ces temps-ci en Gaspésie avec le caribou forestier. Hein, il y a certains secteurs là, qui sont rendus fermés à cause de ça, certains secteurs qui sont restreints ou des secteurs même qui changent, des secteurs qui étaient accessibles avant qui ne le sont plus, puis d'autres qui n'étaient pas accessibles qui maintenant sont rendus accessibles. La faune en montagne, c'est fragile, on ne veut pas les déranger. Si jamais hein, on est à l'écoute, on essaie d'avoir un visuel, on regarde, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il y a des traces non seulement d'animaux, ça peut être des traces d'excréments aussi, ça peut être des traces, par exemple, un caribou qui se couche à une certaine place, c'est assez visible. Hein? On voit vraiment un gros trou là, glacé dans la neige. Si ces indices-là sont présents, ben, on change d'itinéraire, ou du moins on fait là, le tour de ces animaux-là. Ils ont quand même une réserve d'énergie qui est pas très grande. Puis notre passage, leur faire peur, les faire courir, ça les met en péril. La photo qu'on voit ici, c'est un caribou là, forestier. Lui, il a été quand même assez chanceux, hein, malgré le fait qu'on voit qu'il y a un peu de poils autour puis tout ça. Il était quand même assez chanceux. Il a pas perdu, en fait, il a perdu ses dents. Ses dents ils ont moisi. Ça signifie que lui, il est mort vraiment de vieillesse, là, à force de manger des cailloux puis tout ça. Bon, ça brise les dents. Puis à un moment donné, là, les dents, il est plus capable de manger. Fait que là, il se retrouve à l'arrêt puis il décède. Donc, dans ce cas-là, c'est un bon cas, mais on peut retrouver aussi des cas avec des squelettes, par exemple, des dents qui sont complètement saines. Bien, ça, c'est vraiment soit des prédateurs ou encore nous qui ont passé, qui nous ont fait peur, puis ont manqué d'énergie durant l'hiver, sont décédés. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas pour des espèces en péril comme eux. C'est important de suivre les réglementations. Et puis, voilà. Autrement, il y a l'éthique aussi entre les utilisateurs qui est assez importante. Quand on parle entre les utilisateurs, souvent, quelque chose qu'on va voir là, beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est le fameux débat ski versus raquette. Hein? Les raquetteurs n'aiment pas nécessairement les skieurs, puis les skieurs n'aiment pas nécessairement les raquetteurs. Oh, on brise les traces des autres. Oh, on accède à du terrain qu'on ne devrait pas accéder, tout ça. La réalité, c'est que s'il n'y a pas de réglementation ou il n'y a pas de gestionnaire de sentier qui nous dit tel secteur, c'est uniquement les skieurs et tel secteur, uniquement les raquetteurs, la réalité, c'est qu'il faut être courtois puis que le terrain il est offert à tous. Peu importe la discipline, c'est vraiment important de se respecter. En étant en montagne, au final, la finalité de tout ça, c'est la même, hein, c'est d'avoir accès à un territoire qui est grandiose, c'est d'avoir accès à quelque chose qui est beau, quelque chose qui est naturel. Et puis, qu'on soit raquetteur ou skieur, c'est vraiment le partage des sentiers, puis le respect, la courtoisie entre tous les utilisateurs là, qui est le plus important. Rappelez-vous-en, on est dehors parce qu'on veut s'amuser d'une façon agréable, d'une façon sécuritaire. On a eu beaucoup de photos qui nous ont été gracieusement offertes. Merci pour tout ça. Merci, Nico, de l'invitation que tu nous as faite ce soir. C'est vraiment très, très apprécié. Je pense que ça va sensibiliser plusieurs là, personnes en raquette, peut-être qui ne savaient même pas qu'il y a du terrain avalancheux, ça existait au Québec. Et puis, je ne sais pas à la technique s'il y avait des questions qui avaient été rapportées pour nous aussi, des choses comme ça. Oui, salut. Allez, Laurie. Donc, non, il n'y a pas de questions dans le chat. Tout était bien clair et bien expliqué. Donc, voilà. Bon, Ah, ben,
Merci, Laurier. Merci, Antoine. Ça m'a fait plaisir de présenter un peu le domaine des avalanches aux abonnés à Rando Québec et puis en espérant vous voir en Gaspésie. Bonne randonnée. Merci beaucoup, Nicolas. Nous, on va se croiser sur le sentier, j'ai l'impression, très prochainement. On randonne prudemment, on a le sourire, on s'amuse dehors et puis à très bientôt. Ah ben j'espère. Salut bien.